Allez, allez, c'est parti pour un tour. Une petite vidéo en 2026. Donc bon, je vous souhaite pas une joyeuse année, hein, puisque c'est pas le début de l'année pour de vrai. Il faut se recaler aux vraies années, hein, c'est mieux. Donc bon, il faut prendre le calendrier lunaire et le calendrier gaulois. Donc, alors on va parler de petites, ça c'est une vidéo en fait, petites questions. Donc nous on regarde au fur et à mesure, et puis on répond à ces questions mystérieuses qui font couler de l'encre et qui font faire beaucoup de vidéos pour rien, puisque les gens passent leur temps à se poser des questions sans pouvoir y répondre, ou à fantasmer sur ce qui a pu arriver. Donc c'est pas bon, bah, c'est l'humanité quoi. Donc là, bon, mauvais, enfin une année qui va commencer difficile, hein, vous avez pu remarquer si vous regardez un petit peu la température du monde, c'est un petit peu le bordel partout. Chez nous, c'est les agriculteurs qui, bon bah, n'obtiendront pas gain de cause puisqu'en fait ils ont un doigt dans un engrenage auquel ils ne peuvent absolument pas retirer le doigt, sinon ils s'effondrent eux-mêmes. Donc ça j'en ai déjà parlé, ils seront de toute façon coincés dans un système sans pouvoir vraiment discuter le système, puisqu'en fait ils sont la dernière roue d'un rouage où eux n'ont pas la main sur vraiment l'ensemble du mécanisme. Et s'ils sont pas contents, de toute façon, ils sautent. Donc voilà, tout le monde s'en fout. En fait, tout le monde s'en fout. Pas forcément la population, mais ni la population, ni les agriculteurs n'y peuvent grand-chose. Et comme les agriculteurs entre eux ne sont absolument pas solidaires, puisqu'en fait, il y a des très très gros agriculteurs qui, eux, en fait, n'ont pas l'intention de lâcher leurs énormes fermes. Et puis les moyens et les petits, ils s'en foutent, ils peuvent crever, quoi. Donc voilà, on est dans un monde injuste, hein, il serait temps de s'en rendre compte. Et plus le temps va passer, malheureusement, plus on va avoir de barrières de photons qui se ramènent, plus ça va mettre l'ombre en lumière. Donc on peut remarquer quand même, disons que tout ce qui est ombre, donc les gouvernements, la géopolitique internationale, on voit que ça prend, au-delà d'être dramatiquement con, des proportions guignolesques. Autant Trump que Macron que tous les autres, en fait, ils font du bouffon. En fait, leur carapace dite d'éducation fissure sous l'aspect de la lumière. Plus la lumière éclaire des gens sombres, plus les individus fissurent intérieurement et deviennent de plus en plus bouffonnesques. Bon, c'est le cas de Trump. On lui a dit, tiens, t'es le président qui va faire chier le monde pour ci ou pour ça. Donc en fait, à l'heure actuelle, Trump, on lui a fixé un programme, on lui a dit on va essayer de faire ci ou faire ça, donc toi tu vas faire des actes, on va dire vraiment spectaculaires. Bon, aller prélever un président dans son propre pays, faire le malin, tout ça, bon, raconter des mensonges, bouffonner à la télé, typiquement américain, le show, la débilité, le cuit au ras des pâquerettes. Bon, c'est typiquement américain comme type de président, on va dire. Bon, le nôtre, il vaut pas mieux, hein, tout le temps en train de faire le débile et se contredire et se contredire et se contredire. Un de ces quatre, il finira par dire une vérité à force de se contredire. Faut qu'il fasse gaffe quand même. Donc bon, mais bon, l'idée c'est surtout que Trump là, il est absolument pas aux commandes. Hein, il fait ce on lui donne une petite feuille, et on lui dit bon tu fais ci, tu fais ci, tu fais ça. Et bon, le groupe au sol a vu des tas de petits trucs sur Trump. Bon, il ne voit pas réellement le fond du problème. Il présente toujours Trump comme un acteur principal de quelque chose. C'est un bouffon et il ne fait que ce que les rois lui commandent. Les rois, ils sont derrière lui, c'est les embagués, comme je vous en ai déjà parlé, donc des individus qui possèdent 10 fois le monde. Donc ils lui disent tiens, tu vas nous faire ci, tu vas nous faire ça. Véritablement, nous, ce qu'on voit au niveau de la géopolitique américaine, c'est qu'en fait, ils trépignent d'impatience de faire une sorte de grand blackout. Et on va dire, ils vont pas le faire directement, ils vont essayer de se planquer derrière une éruption solaire. Donc ils vont attendre une éruption solaire massive et ils vont faire des tas de blackouts pour faire chier le monde. Là, le but, c'est pas tellement de récupérer de l'argent ou des choses comme ça. Non, non, c'est le même concept qu'en Espagne, quand ils ont, en Espagne, oui c'était en Espagne, où ils ont coupé le jus volontairement, ils émettent des ondes de stress. C'est-à-dire que les gens sont perdus, sont coincés dans un ascenseur, sont coincés, enfin, il y a tout un tas de situations d'urgence d'un côté, et des questions, les gens sont dans le doute. À partir de là, ils testent leur pouvoir
de contrôle sur l'ensemble de la population. De plus, si vous prenez 1 million ou 10 millions de personnes que vous les collez en stress, et en fait vous obtenez une égrégorisation énergétique qui va nourrir les petits dédés. Voilà. En fait, ils répondent aux impératifs classiques. On nourrit le clébard. Moi, ce que j'appelle dédé, c'est le clébard. Donc, ils font des actions. Ils pensent qu'en nourrissant le clébard, ils vont tout simplement obtenir de l'énergie justement de démiurge qui va leur donner des autorisations de faire encore des étincelles dans le pire et en retirant pour eux des avantages. Donc ils continuent un plan comme ça parce qu'ils s'aperçoivent qu'aujourd'hui leur petit monde à eux, en fait véritablement leur petit monde d'obscur où ils pensaient pouvoir tout se permettre, en fait ils n'y arrivent pas. La technologie qui voyaient se profiler pour obtenir des choses, on va dire, toujours plus grandes, aller sur Mars, faire des trucs, patati, un grand vaisseau derrière la Lune et compagnie. Bon, ça fissure tout ça. Ça n'avance pas aussi vite qu'ils voudraient, ça ne réussit pas comme ils voudraient, donc ils prennent du retard. En même temps, ils ont de l'avance technologiquement, mais en même temps, ils s'aperçoivent en fait qu'ils sont quand même limités. Et du coup, ils se disent ah mince, on va peut-être être obligé de prendre la barrière de photo en pleine tête. Donc voilà, il y a un petit stress chez eux. De ce fait, ils essayent de payer des murges en nombre. Donc ils vont créer des coupures, ils vont mettre les gens au stress. Bon, on comptera pas du tout les dizaines de lois qui sont en cours. En France, ils veulent nous faire l'identité numérique, le machin, le truc. Bon, en fait, ils veulent toujours fliquer les gens, de toute façon, pour savoir tout ce que pensent les gens et pouvoir prélever toujours plus de monnaie partout. Enfin bon, on est dans le monde du délirium. Ce monde de délirium, moi, je le vois absolument pas s'arrêter, puisqu'en fait, je dirais que le monde du délirium essaiera de continuer de toute force, pendant que le monde tombera en miettes. Aujourd'hui, bon, on peut constater que si on regarde un peu les infos mondiales, des inondations, du froid glacial aux États-Unis. Bon, là, c'est une tendance qui s'est installée. En fait, aux États-Unis, le vortex donc polaire, au lieu de basculer vers nous, il bascule vers eux régulièrement parce qu'en fait, bon, c'est un système électromagnétique tout simplement. Bien qu'en fait, normalement, le pôle migre par ici, en fait, migre par là. À l'heure actuelle, la tendance, les balancements énergétiques font que régulièrement, le vortex s'écroule plutôt chez eux, plutôt que chez nous. Tout simplement, bon, c'est des règles, on va dire, métaphysiques. Bon, peut-être que les Agarthiens, ils sont un peu pour quelque chose, juste pour les faire chier. Donc, bon, pour calmer un peu le jeu des Américains. Fort possible, faudrait que je leur demande, je leur passerai un petit coup de téléphone pour leur demander s'ils bidouillent le vortex polaire pour que ça emmerde les Américains. C'est pas dénué de sens, dans le sens où bon, ça permet de ralentir la machine à conneries quoi. Pendant qu'ils ont froid, ils sont obligés de s'occuper de leur peuple. Donc voilà. Donc l'idée c'est ça, c'est qu'il faut bien comprendre que pour l'instant, là en fait, la lumière ne sera ni des miracles ni des apparitions évangéliques ou quoi que ce soit. La lumière, c'est tout simplement le renouvellement d'un cycle et les êtres humains vont être pris dans ce chaos. Ça va faire un gros bon chaos. Je l'ai toujours dit, on va jamais. Là, l'année 2026 sera plus mouvementée, il y aura plus de dégâts. En fait naturels, sur le monde entier, vous obtiendrez plus de dégâts parce que, en fait, tout simplement, on rentre toujours un peu plus près et tant que les barrières de photons se rapprocheront, en fait, il y aura toujours plus de dégâts. Et d'année en année, ça s'aggravera. L'humanité pourra faire semblant de rien voir au moins encore 5 ans, tranquille, mais par contre, les 2 dernières années, ils auront du mal à faire semblant. Parce que tout le monde ne pourra pas faire semblant, comme je l'ai déjà dit, il y aura des coupures un peu, on va dire, d'électricité, mais là, cette fois-ci, dû au vent, dû aux tempêtes, dû à ci, dû à ça, et on ne remettra pas chez les gueux, les gueux, les bouseux, les trucs comme ça, nous, les petits gars de la campagne, on sera coupés d'électricité, et basta. Et en fait, on rétablira dans les grandes villes l'électricité, parce que c'est là qu'il y a les votants, les riches, les choses comme ça. Les paysans, on s'en tape, on leur coupe le jus. Donc voilà. Le monde sera divisé en 2 catégories, ceux qui habitent en ville et qui auront encore, je dirais, l'attention des puissants et en fait, les gens qui habitent à la campagne, on n'ira pas réparer, même si on peut d'ailleurs, on n'ira plus parce qu'en fait, on s'en foutra. Et puis, ce sera comme ça.
Donc voilà, ça c'était l'info routière des années qui viennent. Bon, je reviendrai sur des sujets précis par la suite, ça c'est autre chose. Donc là, on va regarder des petites choses que nous on a faites. On a circulé un petit peu. Euh, il y a donc quelqu'un qui m'a demandé, donc c'est Kevin, hein, il est marrant Kevin, il est un peu sur une balance. Un jour il est hop, il monte, un petit jour il descend. Bon, il a fait une vidéo sur moi, il a dit oh mais il est méchant Joachim, hein, il est méchant, il est méchant. Alors je vais expliquer à Kevin pourquoi il fait des cauchemars. Alors Kevin, au lieu de faire des vidéos en pensant que je suis un mage noir, hein, saturnien ou je ne sais trop quoi, donc j'ai pas regardé toute la vidéo, je n'ai absolument pas le temps. Donc en fait, l'idée c'est que quand on s'intéresse à un sujet qui porte sur, par exemple, des dés, la métaphysique de pointe et des choses comme ça, on est attaqué parce qu'on s'intéresse à la lumière. Voilà. Et en fait, on n'est pas attaqué par les dés de Pierre ou Paul ou Jacques, on est attaqué par ses propres en fait, entités astrales qui sont le long de la corde d'argent et qui trouvent désagréable qu'un individu puisse se connecter à des vraies connaissances. Quelqu'un par exemple, qui ne se connecte à aucune connaissance, qui vit sa petite vie, il fait son petit boulot, métro, dodo, bon, il ne se pose aucune question, peut passer à travers l'ensemble là des symptômes actuels, qui sont des symptômes de cauchemar, de problèmes en tout genre et autres. Et bon bah le gars métro, boulot, dodo, pas beaucoup d'imagination, une vie toute cadrée, toute bête. Du coup, les entités qui sont sur lui, elles ont à bouffer toute la journée tranquillement. Et la personne ne s'intéresse pas à des sujets, disons, pointus. Alors, quand on s'intéresse à moi ce que je dis, on s'intéresse à des sujets pointus, où je dis la vérité, je dis ce qui se passe, et alors là, les entités qui sont le long de la corde d'argent ou les petits dédés, ils se disent oh là là, arrête de t'intéresser à ça, tu nous fais chier avec ta lumière, et hop, on saute sur l'individu la nuit. Hein, la nuit, beaucoup de gens en ce moment ont des cauchemars. Il y a eu une éruption solaire là, début de semaine dernière, donc là, il s'en est suivi, bon ben, pour certaines personnes des nuits blanches, des problèmes de sommeil, des choses comme ça, parce que bon là c'est l'éruption solaire qui fournit trop d'énergie, donc on n'a pas envie de dormir, ou bien dans la journée. Dans la journée on a envie de dormir, dans la nuit on n'a pas envie, classique d'une éruption solaire. Et par contre, dès qu'on s'intéresse à un sujet de la lumière, bah, les entités à l'intérieur d'une personne, tout simplement, bah, nous sautent dessus et essayent de nous faire cauchemarder, des choses comme ça. Et ils n'ont absolument pas besoin d'aller chercher un sujet à l'autre bout du monde, ils vont chercher les sujets sensibles en fait de la personne. Si la personne, par exemple, est un gros mangeur et a un défaut de boulimie, bon bah la personne va rêver qu'on la prive de nourriture, par exemple. Pas de nourriture, plus rien à manger dans le frigo, des choses comme ça. Bon, quelqu'un qui est un bon vivant, ou bien on va lui faire un sujet où, par exemple, la personne va être forcée à manger, manger, manger jusqu'à en fait vraiment être traumatisée de manger. Bon, voilà, ça c'est des cauchemars. Si on a des problèmes, si on est, je ne sais pas, n'importe quoi, euh, on a des problèmes psychologiques sur les parents, sur les enfants, sur son enfance, sur la guerre, sur bon, des problèmes, eh bien, on va rêver de ces problèmes et les petites entités astrales qui bidouillent tout ça, bon, bah, vont appuyer gaiement sur les problèmes, c'est tout. Alors, si on rêve d'un problème, on va dire un cauchemar entre guillemets sur un sujet, c'est qu'il y a une tonalité, quelque chose, une trace dans notre esprit qui, en fait, n'a pas encore fait le tour d'une problématique de notre propre vie. Sinon, les entités ne pourraient pas l'employer. Bon, je vous avoue que quand ils sont à court de problèmes, ils font un peu du Amstramgram. Merde, il n'a pas trop de problèmes celui-là. Bon, Amstramgram, un truc qui fait peur. Admettons. Bon, ils cherchent, ils trouvent et ils font rêver. Voilà. Alors en fait, ça n'a rien à voir avec les mages noirs, ça n'a rien à voir avec moi, ça a tout à voir avec les entités qu'une personne possède. Et comme on possède énormément d'entités, on a beau se nettoyer, il y en a énormément, et surtout des entités astrales parasites. Donc en fait, on ne fait pas. En fait, il n'y a pas de magie noire, il n'y a que le fait que plus on s'intéresse à la lumière, et ben plus on a besoin de lutter. Il suffit de s'intéresser à rien et on lutte plus. Voilà. Donc bon. Après, la nature d'une personne, parfois, elle la pousse toujours à s'intéresser quoi qu'il arrive. Et oui, c'est comme ça. Moi, j'y peux rien. Donc, même si j'ai déjà nettoyé Kevin 2, 3, 4, 5, 6 fois, on va être... parfois, je le monte comme ça, quand ça va pas, bon, ça ne change rien. Je ne peux pas changer le destin d'une personne. Je ne suis pas la source. Donc,
Pour les sujets intéressants, du coup, on a Monsieur le Mothman, donc bon, légende américaine, chez les débiles, enfin je voulais dire chez les Américains, hein, n'est-ce pas? Donc en fait, les États-Unis d'ailleurs, parce qu'Amérique c'est là et Amérique c'est là, donc maintenant on dit les États-Unis pour déterminer la zone où ils sont les plus bêtes. Donc bon, c'est bête à dire, mais les États-Unis, c'est pas, ça brille pas fort. Hein. Donc le Mothman, légende, mais surtout en fait, je dirais même des grands articles qui sont sortis dans les journaux officiels. On a des journaux officiels qui ont titré qu'il y avait une drôle de bête, donc déterminée comme une grande bête, plutôt 2 mètres, 2 mètres 10, peut-être parfois un peu plus, les gens ne sont pas tout à fait sûrs, plutôt sombre au niveau de la couleur et bon Batman quoi en gros. Et donc je pense que Batman est issu du Mothman en termes d'imaginaire. Donc l'idée c'est une créature qui vole, qui fait pas de bruit quand elle vole, qui est très agile, qui crie, qui pousse des drôles de cris et qui, bon, selon les témoignages et l'imagination ambiante, on va lui voir des plumes, certains leur voient pas de plumes, certains leur voient des ailes de chauve-souris, certains voient comme ci ou comme ça, donc créature bizarre, curieuse et qui apparaît à travers les centaines d'années, revient, bon, est observé vraiment par des personnes, parfois se positionne au même endroit plusieurs jours d'affilée. Donc bon, voilà, il y a beaucoup de gens qui ont enquêté sur les Mothman. Et en fait, bon, on a été voir, en fait, c'est des ptérodactyles, tout simplement. Alors c'est une seule variété de ptérodactyles qui a traversé les millénaires, donc qui a réussi à survivre, parce qu'en fait, ils sont intelligents. Ils sont intelligents et ils ont une pensée qu'on pourrait comparer à celle d'un homme dans un corps d'animal. Ils ont une vraie conscience. C'est pas un animal qui va suivre des instincts et qui a une conscience, par exemple, instinctive. Là, on a un être qui va vraiment réfléchir. Et quand ils se positionnent quelque part, c'est parce qu'ils observent les hommes. Ils regardent les hommes et ils regardent un petit peu ce que font les hommes et bon, ils se disent oui, bon. Quand ils en ont marre, ils dégagent, ils en ont rien à foutre hein, quand même. Mais ce sont les rois des airs, entre guillemets. Même s'ils habitent dans les rocheuses, dans des endroits ici, là, ou à d'autres endroits, ils habitent dans des coins, ils choisissent des petites cavernes, ils choisissent des petites infractuosités dans la roche, enfin petites, assez grandes, il faut quand même mettre les bonhommes. Donc ils ont un corps de ptérodactyle, ce qui fait qu'ils sont debout avec les ailes repliées comme des bras, des griffes, des grandes mains au bout, et ils sont debout sur leurs pieds. Mais c'est des bestiaux, ils font quand même effectivement 2 mètres, 2 mètres 10, c'est des envergures de 4 mètres 50 à 5 mètres 50 pour les grands individus. Et en fait, voilà, ils sont pas très nombreux. On a regardé, ils se reproduisent très lentement. Quand il y a 2 bébés, c'est bien. Même s'ils font des œufs, on va dire un œuf, c'est normal. 2 œufs, c'est la fête au village. Et ils se reproduisent peu, ils sont très peu nombreux. Ils survivent, c'est vraiment des survivants d'une autre époque. Néanmoins, ils ont par contre vraiment une réflexion. Ils réfléchissent, ils regardent, ils observent. En fait, ils observent les humains depuis assez longtemps. Ils vivent assez longtemps. Ils sont pas, en fait, ils sont assez résistants et ils se reproduisent très lentement. Voilà. Donc les Mothman, pas en fait pas un grand mystère. Hein. Beaucoup de gens se sont penchés sur le côté ptérodactyle, mais effectivement, c'en est. C'est une seule variété. Il n'y a pas 36 variétés. Il y a une seule variété de ptérodactyle comme ça qui a survécu. Et c'est toujours les mêmes qu'on voit, de la même lignée familiale, et ils sont pas très nombreux. Voilà. Bon. Il est heureux qu'ils soient assez intelligents et qu'ils soient prudents. Ils évitent vraiment toutes les zones d'habitation pour nicher, pour vivre au quotidien et vont observer les hommes un coup de temps en temps quand ils ont autre chose à faire, quoi. Ça y est, ils ont trop mangé, donc ils vont observer les hommes. Alors, ils ne mangent pas d'êtres humains, ils ne se frottent pas à l'être humain, ils ont bien compris qu'il s'agissait d'une créature quand même qui est agressive. Et en fait, bon, donc, ils font attention, ils ne s'occupent pas des humains sur le plan nourriture. Ils mangent des fruits et ils mangent en fait des petites bêtes. Donc des petites bêtes, ils chassent, entre guillemets, hein. Ils sont très adroits et ils volent très bien et très loin, sans fatiguer. Ce sont d'excellents planeurs, ils peuvent parcourir des milliers de kilomètres sans aucun effort. Voilà. C'était les Mothman. Donc, on va revenir au petit sujet. Petite actualité de base.
Alors, il y a eu une boîte de nuit en Suisse qui a flambé, donc mes collègues, mes chers inestimables collègues, pensent avoir monté des défunts, comme ça, en prenant, ouais, on l'a monté, c'est bon, on l'a acheté, là, c'est bon, il est au paradis ou quelque chose. Alors bon, je rassure toutes les familles, nous avons monté les vrais défunts dans le vrai astral des défunts, et les gens qui font de la HRE et toutes les conneries de ce genre, en fait, et qui planent à 12 000, ont monté que dalle, comme d'habitude, hein, ils se sont fait en fait avoir par les petits dédés de la boîte de nuit. Alors il n'y a aucun effet il n'y a aucun effet franc-maçonnique ou quoi que ce soit. C'est un accident idiot d'une civilisation idiote. La preuve étant les vidéos où on s'amuse encore alors que le plafond brûle. Donc on est face à la bêtise humaine, hein, c'est-à-dire que plus on est jeune, plus on est bête, mais surtout plus la civilisation actuelle rend les gens complètement demeurés et ils continuent à danser, à faire les cons quand ça brûle. Donc, néanmoins, bon voilà, c'est un accident, type accident, ça ira en se reproduisant. Pourquoi? Parce que les gens sont de plus en plus idiots, hein, connectés avec leur portable et complètement inconscients de tout. On a affaire à quand même des générations d'individus qui sont de moins en moins malins et de plus en plus déconnectés véritablement, même ne serait-ce que de l'instinct de survie. Donc bon, voilà, accident qui se reproduira encore, d'autres, on peut pas. Des accidents, c'est des accidents. Et c'est lié à la bêtise humaine. Bon, même si c'est prévu par la source, c'est une démonstration de la stupidité humaine. Donc voilà. Alors on a monté tout le monde est arrivé là-haut, et on a oublié personne. Voilà. C'est bien pour eux quand même. Parce qu'autrement, ils étaient collés dans la boîte au fond, là, et aucun des sortants expérimentés et très nuls, il faut bien le dire, n'a monté personne. Hein, monter quelqu'un, ça prend un petit peu de temps, on le prend, on le prélève, on l'enlève de l'endroit, on lui coupe ses petites cordes ADD, on le nettoie. Ensuite, à l'heure actuelle, il est quasiment impossible de monter quelqu'un sans utiliser des énergies extrêmement élevées, parce qu'il faut lutter contre les entités astrales qui font les cons dans le système solaire. Donc nous, on dégage le terrain en faisant des systèmes où on défonce véritablement toutes les entités pour amener les gens dans l'astral des défunts. Donc aujourd'hui, c'est plus compliqué en ce moment que ça ne l'a été il y a 1, 2 ou 3 ans. Beaucoup plus compliqué, même il y a 10 ans. Donc avant, il y avait des DD, mais en fait, c'était assez simple parce que la puissance des individus qui traînaient dans le système solaire était moindre. Aujourd'hui, la puissance est plus importante, donc les personnes qui vont dans l'éther et qui font des vidéos disent de plus en plus de conneries et font de moins en moins d'étincelles, tout simplement parce qu'en fait, la puissance des opposants augmente exponentiellement, et plus les méchants sont puissants, plus ceux qui vont dans l'éther et qui ne voient pas sont dominés et contrôlés, donc ne voient strictement plus rien et sont complètement déconnectés d'avec la réalité et racontent n'importe quoi et se font embobiner et tournent dans des embobinages phénoménaux. Bon, groupe au sol avec, comment dire, par exemple, Enki, machin, truc bidule. Je ferai des vidéos sur l'Atlantide vous expliquant en fait où est passé Enki, que j'ai dû tuer moi-même d'ailleurs il n'y a pas si longtemps que ça. Donc le truc c'est que je vous expliquerai vraiment qui sont les Anunnakis, qu'est-ce qu'ils ont fait, comment ils ont participé, patati patata. Et ni Enki ni tous ces clowns en fait d'Anunnakis n'ont fabriqué quelque chose de positif sur cette planète. C'était des nuisibles et ils ont fini comme des nuisibles. Donc voilà, en Suisse tout va mieux. Donc on a un petit sujet, j'avais pas trouvé la première fois parce que quelqu'un m'avait demandé ce que je pensais d'un truc carte d'Urbano, bon, j'avais pas trouvé. Et là, bon, en fait, je suis retombé dessus. Donc la carte d'Urbano Monte, donc 17e siècle, une carte où le petit gars, il dessine le monde, bon alors c'est pas organisé comme ça, mais à chaque fois, bon, il dessine bien l'Antarctique bien fort, le Groenland aussi bien fort, et il met des petites bêtes. Le gars sur sa carte de navigation de l'époque et tout, eh bien, il met à certains endroits, il met des petits dragons, il met des petites licornes, des machins, des trucs, il met des animaux préhistoriques. En fait, le gars, il anime sa carte en déterminant une carte où, visiblement, bizarrement, en fait, il y a tout un tas de petites bêtes. Ben, en fait, le gars, il a tout simplement copié des cartes plus anciennes. Il a pris toutes les informations en fait qu'on avait à l'époque du XVIIe siècle, et ensuite Monsieur Urbano Monte avait non pas une imagination débordante, mais simplement lui, il avait des visions. C'est-à-dire que quand il faisait ses cartes, quand il était à un endroit de la carte, qu'il dessine,
il dessinait, tout d'un coup lui venait la vision d'une licorne, ou la vision de ceci ou de cela, et donc il était très imprégné de son travail, et il estimait que les visions qu'il avait, bah, tout simplement, il les reportait à l'endroit où il les avait eues. Et donc, Urbano Monte, en fait, a composé une carte où il a mis des animaux, mis des, en fait, des, je dirais des, il a mis des choses sur sa carte, en fait, des informations pour lui, parce qu'il s'est laissé emporter, non pas par son imagination, mais par ses visions. Donc c'est quelqu'un qui voyait en fait dans l'éther, il avait des flashs, ce qu'on appelle des visions estatiques, donc qui sont simplement des connexions à l'éther, et du coup bah, il reportait sur la carte ses visions et il complétait la carte en pensant que c'était certainement quelque chose de connecté. Donc il était voilà, il s'est laissé emporter par son inspiration. Bon, c'est pas méchant, mais ça donne en fait, on va dire, ça donne en résultat que sa carte est un peu spéciale. Et il ne mettait pas de glace ni là ni là, parce qu'il a copié des cartes qui étaient très anciennes et qui dataient de l'époque Atlante. Donc lui, il a copié des copies de copies, et il a du coup mis en évidence tout simplement un monde sans glace, puisqu'en fait, à une certaine époque, effectivement, l'Atlantide, en fait, débordait sur l'Antarctique et le Groenland. En fait, là, c'était les comment dire, les trucs de machin, là. Donc, en fait, bon, il y a une ouverture à peu près au centre, mais en fait, les hyperboréens, donc là, ça, c'était le continent d'Hyperborée, soi-disant. Donc, Hyperborée, bon, mais malheureusement, c'était juste l'Agartha. Donc, l'idée, c'est que c'est une interprétation personnelle mêlée à des connaissances de vieilles cartes et les dernières connaissances sur bon, les côtes, on va dire, normales, connues, tout ça mélangé à sa sauce à lui, c'est tout. Donc, bon, du coup, bon, c'était si les voyageurs allaient vers le Groenland à cette époque-là, quand même, ils croisaient de la glace, donc ils regardaient la carte d'Urbano, ils se disaient, il s'est trompé quelque part. Non, bon, c'était pas important à l'époque, on va dire, il y a beaucoup de bateaux qui se perdaient comme ça. Donc lui, il a dû certainement participer à ce que les gens se perdent. Donc bon. Mais bon, un petit gars quoi, qui s'amusait à faire des cartes selon lui-même. Il y a des fois, on est bien ou on est moins bien inspiré. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des animaux préhistoriques dans sa carte et parfois des dragons, des minotaures, des choses comme ça. Donc des créatures légendaires, des créatures de l'Atlantide, et tout ça c'était des visions personnelles. Donc lui c'était un petit dragon qui en fait voilà, il laissait les visions arriver, et malheureusement bon, ça faisait effectivement c'était imprécis et c'était non juste, mais comme ça lui venait de ses vies antérieures, et ça lui venait en fait de ses souvenirs personnels collectés dans les terres à l'époque où il a fait la carte. Donc bon, c'est amusant quoi. Alors, détail, une fois je regardais, c'est assez connu, c'est la route d'Oman, donc on change de sujet, route d'Oman, une route qui est à Oman et qui en haut, c'est un col, et c'est une route qui est réputée où en fait vous arrêtez votre voiture, vous mettez au point mort et la voiture elle continue de monter. Pourquoi? En fait, bon, on a regardé si c'était une installation jardinier de la Terre, Atlante ou quoi que ce soit. Non, ça reste naturel. C'est simplement qu'il y a véritablement un très grand filon de magnétite. Enfin, pas de magnétite, mais en fait vraiment, c'est pas de la magnétite parce que la magnétite c'est ah non, oui, la magnétite, oui. C'est de la magnétite qui est tout le long et il y a un courant ascendant magnétique, techniquement, qui pousse la voiture en avant, même dans une montée. Il y a beaucoup de gens qui font l'expérience, on a des petites vidéos, les gens ils se mettent au point mort, ils sortent de la voiture et ils regardent la voiture avancer. Donc bon, en montant. Donc bon, c'est assez amusant. Il y a le même type de principe à certains endroits en France. Col des Pyrénées, il y en a un pareil où les voitures elles restent ou elles montent légèrement. Et moi, je sais que du côté de la Bourboule, entre la Bourboule et le Mont d'Or, il y avait un endroit où les voitures ralentissaient. Vraiment, il fallait forcer pour avancer. On avait beau être sur un petit plat descendant, il fallait donner un tout petit peu de gaz, et sinon on ralentissait vraiment. Bon, les gens ne remarquaient pas, mais moi je connaissais très bien la voiture. Et en fait, quand je faisais le tour d'un côté, ça roulait normal. Et quand j'arrivais dans cet endroit-là, même si ça descendait un peu, bah, il fallait lui donner un petit peu d'élan, sinon bah, elle avait tendance à ralentir. C'est des zones magnétiques naturelles. Donc voilà, c'est des petits trucs de base. Alors on va venir à quelque chose qui a fait pas mal parler de lui et qui fera encore parler de lui sans que les gens comprennent ce que c'est. En fait, c'est l'île Bouvet. Donc l'île Bouvet, elle est là.
C'est une petite île, ouais, vous voyez, donc une petite île. Alors, elle est sur, en fait, elle est quand même sur en fait, les fractures classiques de la planète. Donc, elle est sur la ceinture de feu. La ceinture de feu, elle fait ça, elle fait ça, elle fait ça. Ensuite, elle rejoint là. Et sur ma carte, là, d'ailleurs, sont dessinés un peu les fonds marins. Et effectivement, là, ça passe par là, elle est dessus, puis après, ça remonte comme ça. Donc, la ceinture de feu, en fait, elle est positionnée dessus. Et ils ont remarqué, des satellites climatologiques, des satellites en tout genre, ont remarqué que un coup de temps en temps, il y avait une petite tache très foncée qui se faisait, et ensuite ça parcourait là, en fait, ça tachait tout l'océan ici. Bon, les scientifiques vraiment savent ce que c'est pas le problème. Mais ensuite, on a des petites îles. Alors, c'est même pas celles-là, elles sont même pas notées, mais il y a des petites îles pas trop loin, qui sont en fait, qui sont l'île Marion et l'île quelque chose qui n'a pas de nom. En fait, et qu'il y a des bâtiments dessus, il y a des crédits qui ont été débloqués, il y a des comptes en banque, il y a des trucs comme ça, donc c'est très curieux, hein. Toutes ces petites îles bénéficient d'énormément de fonds et de moyens, et tout simplement parce qu'en fait, ils étudient justement le concept de l'île Bouvet. Ils essayent de collecter de l'énergie de cette île. Alors, l'explication, elle est très simple, c'est qu'en fait, c'est un vortex de récupération de l'énergie de l'Agartha. L'Agartha a besoin, en fait, un coup de temps en temps, en fait, de prendre de l'énergie, et même en permanence. Elle collecte de l'énergie cosmique, donc les rayonnements cosmiques du centre de la galaxie, de toutes les grandes étoiles, les choses comme ça. Elle collecte cette énergie de façon à l'injecter à l'intérieur de l'Agartha, de façon à mélanger ça avec Amalis, le cristal bleu d'Amalis, de façon à continuer de faire de l'énergie positive dans l'Agartha. Donc l'idée, c'est qu'à cet endroit-là, bon, il y a de très fortes vibrations, et quand il y a un événement type un petit flash de gamma, ou des petits flashs énergétiques que les scientifiques d'aujourd'hui ne peuvent pas cataloguer parce qu'ils connaissent pas toutes les fréquences de, en fait, véritablement de rayonnement cosmique. Ils en connaissent un certain niveau, mais pas d'autres. Et aussi quand il y a des flashs solaires ou des éruptions solaires, eh bien à cet endroit-là, on peut dire que ça fait une corne, hein, ça fait comme un entonnoir. À cet endroit-là, l'énergie arrive à fond, et en fait, toute cette énergie qui passe par cet endroit, en fait, ça génère des ondes de forme, donc d'où des vagues extrêmement hautes observées dans cette région. Ils ont observé autour de l'île Bouvet des grandes vagues, alors que finalement, les vagues étaient du tiers ailleurs. Mais là, il y avait des grandes vagues. Donc voilà. En fait, ça, c'est parce qu'il y a des ondes de forme. Il faut imaginer que quand il y a des vibrations qui arrivent, en fait, ça tape d'un coup et ça fait des ondulations sur l'océan. Donc c'est très classique. Je dirais, bon, c'est sur un point chaud, donc une fissure en fait de la Terre, parce que les Agarthiens avaient besoin tout simplement de magma pour créer un trou. Ils avaient besoin en fait d'activité magmatique pour qu'il se forme un volcan et se forme une île. Eux, ils ont posé, avant que l'île n'existe, l'île Bouvet n'existait pas, ils ont posé une couronne dans l'océan, il y a une couronne technologique autour, qui est enterrée dans l'océan, et en fait, cette couronne génère une induction d'énergie, en fait, et force simplement le magma à remonter et à créer un volcan. C'est un effet éruptif, en fait, et ensuite, cette couronne, quand l'énergie arrive, en fait, capte l'énergie et l'injecte dans l'Agartha. Donc c'est un endroit spécial. Il y en a d'autres de par le monde, certains petits points d'absorption énergétique. Et cet endroit, je regarde que je vous dis tout. Donc cet endroit est donc un endroit qui va générer encore, et surtout à venir, encore qui générera des grandes ondes foncées. Bon, il faut noter que les îles, ces îles-là, l'île Marion et Bouvet et tout ça, ont disparu de Google Earth pendant 2-3 ans, le temps que tout le monde en fait sache de quoi enfin vraiment ce qui se passait là. Et ensuite, bon, ils ont remarqué qu'il y avait énormément d'énergie. Donc la grande question qui se pose maintenant, c'est est-ce qu'ils peuvent exploiter cette énergie, donc en la captant et la ramenant pour pouvoir la stocker, au lieu de l'étudier et d'essayer de comprendre. Ils essayent surtout de faire du fric avec. Ils sont, comme d'habitude, ils sont complètement cons. Donc bon, c'est pour ça qu'il y a aussi de très gros crédits qui sont débloqués, des comptes en banque et des trucs comme ça. On a des tas de petits scientifiques là qui bossent, qui sont au secret et qui sont très très bien payés parce qu'en fait, voilà, ils sont sur des recherches, on va dire, importantes. Bon, qui ne vient, ça fera pas grand chose, ils ont plus le temps.
Mais ça aurait été intéressant d'étudier cette forme d'énergie, captation énergétique et autres. Bon, si c'était pour faire quelque chose de positif. Là, ça serait pour mettre un compteur Linky dessus et dire ah, c'est à nous. Donc voilà. Donc c'est navrant, c'est comme d'habitude. Donc voilà, ça c'est à peu près tout. Alors, nous du coup, comme on était en visite vers l'île Bouvet, que ça avait une énergie très particulière, patati patata, en fait, ça rappelait beaucoup le triangle des Bermudes. Alors, je sais même pas où il est, lui. Il est quelque part par là, ouais, Bermudes. Donc, il y a le triangle des Bermudes qui est très célèbre, et comme on était en train d'étudier ça, et que les énergies sont relativement similaires, bon, mes petits padawans, ils m'ont dit, bah, tiens, on va aller voir le triangle des Bermudes, et du coup, bon, on a traîné un petit peu du côté des triangles des Bermudes, et dans le triangle des Bermudes, on a trouvé, bon, bah, là, c'est pas la même chose, là, c'est plutôt des vestiges atlantes, donc par là, il y avait un transformateur, réémetteur, et condensateur d'énergie qui travaillait avec la lune de cristal. Quand la lune de cristal a subi le gros des dégâts, ça, en fait, il faut imaginer que ça a impacté. Alors, la lune de cristal, en fait, en position géostationnaire, elle était ici. Elle était plus grosse que la lune actuelle, hein, je tiens à le préciser. Légèrement plus grosse que la lune actuelle, donc ça fait une belle bête. Donc, elle était en géostationnaire autour de la cité principale qui était là, et en fait, donc elle n'était pas si loin finalement du triangle des Bermudes, et quand elle a explosé, elle a créé, on va dire, des ondes de choc immenses, énergétiquement parlant, des gammas très particuliers, qui ont simplement surchargé ce condensateur, et condensateur transformateur en fait à énergie, et ça a fissuré beaucoup de cristaux, ça a enfoncé littéralement la plaque qui était là, la plaque rocheuse qui supportait tout ça, le mini, cet espace de terre a été en fait traumatisé par l'énergie, et quand la Lune a commencé à tomber et que ça a tremblé partout dans le monde, en fait ça s'est affaissé et ça a coulé. Mais le système entre deux n'a pas perdu en fait véritablement je dirais, les bases de fonctionnement. Il y a encore d'énormes cristaux qui fonctionnent, d'autres qui sont fissurés. Conclusion, ça a créé une aberration. Et donc, on a à cet endroit-là, en fait, une zone mortelle. Oui, c'est un peu mortel parce qu'en fait, depuis 15 000 ans, cette zone est déréglée. Au lieu de transformer, transmettre et en fait échanger les énergies, elle crée en fait un trou légèrement en fait, dans la structure des dimensions, et chaque véhicule humain, donc bateau, avion ou autre, qui va passer au mauvais endroit au mauvais moment, va en fait tout simplement en fait être aboli dans la dimension troisième et transféré en quatrième dimension. Parfois, s'il passe vraiment très sur le bord de la zone critique, le navire peut ressortir, mais pas les occupants. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la matière elle-même, en fait, est, je dirais, modifiée dans le sens où les particules lourdes, qui ne supportent pas la quatrième dimension, sont expulsées. Et en fait, il reste que les particules légères. Et donc, les êtres humains qui sont passés là, les avions, les bateaux, les choses comme ça, tout simplement, ils sont restés dans l'idée qu'ils continuaient leur voyage. Et comme ils se trouvent en quatrième dimension, alors ils sont morts, dans le sens où en fait leur corps a perdu les molécules lourdes d'une seconde sur l'autre, mais eux ne se sont rendus compte de rien. Donc ils ont continué à piloter, et là, ils pilotent depuis 20 ans, 30 ans, 70 ans, ça dépend. Ils font du bateau depuis un siècle, 2 siècles, 3 siècles, 10 siècles pour certains. On a récupéré 25 000 personnes dans le coin, dans le triangle des Bermudes. On a regardé un peu les vestiges tels qu'ils étaient faits, et on a monté tout le monde dans l'astral des défunts. Bon. En fait, il s'agit d'une installation véritablement donc jardinier de la Terre, Atlante, qui en fait a subi de tels dommages qu'elle crée une anomalie. Alors l'anomalie est très instable, dans le sens où quand il y a une éruption solaire, ça va pousser un peu d'anomalie. Il y a la Lune qui passe, pouf, ça repousse un peu l'anomalie. Et en fait, l'énergie se déplace, danse, en fonction des saisons, en fonction des cycles lunaires, des cycles solaires, en fonction de n'importe quelle petite éruption volcanique ou autre, ça n'arrête pas de bouger. En fonction des barrières de photons aussi, là ça doit un petit peu pulser plus fort, toujours. Donc bon, c'est pas pour s'améliorer le triangle des Bermudes. Donc bon, c'est pas dangereux tant qu'on ne traîne pas dans le coin. Voilà, c'est pas très grave, quoi. Faut pas trop traîner, quoi.
Voilà, c'est vraiment une fissure. Et par contre, on ne peut pas ramener quelqu'un de là-bas, puisqu'il a perdu ses molécules. Si on avait, bon, les scientifiques ont essayé d'envoyer des trucs pour voir ce qui se passe. Le seul problème, c'est qu'à chaque fois qu'ils envoient quelque chose, ça tombe en fait en 4D, pink, et ça perd complètement ses propriétés physiques. Et en fait, ils ne reçoivent plus rien, parce que l'objet, en fait, sans se dématérialiser vraiment, perd toutes les molécules qui passent pas au-delà d'une certaine vibration. Et si on ramenait un objet, en fait, le problème qu'on aurait, c'est que l'objet serait dénué de consistance. On ramènerait son enveloppe quadridimensionnelle, mais on ne ramènerait pas de molécules tridimensionnelles. Conclusion, on tire dans la quatrième, et quand on arriverait dans la troisième, ça ferait une flaque, ça s'effondrerait en termes de forme, puisqu'en fait, il n'y aurait plus rien pour tenir l'énergie dans la forme et dans l'état dans lequel elle se trouve en 4 dimensions. C'est assez différent, alors il ne faut pas confondre, c'est-à-dire que l'humanité ne va pas s'écrouler sur elle-même quand on passera en 4 et en 5, puisqu'en fait, on conservera la 3, la 4 et la 5 en même temps. On sera dans des dimensions de 3, 4, 5 conjointes, mais pas, on va dire, dans la dimension quatrième, comme si on passait dedans. Parce que passer dans la quatrième dimension, ça veut dire mourir. C'est-à-dire qu'on meurt, on perd le corps physique et on monte en quatrième, et là on est bloqué dans un espace-temps qui ne bouge pas. C'est pour ça que les gens qui étaient dans le triangle du Bermude s'apercevaient de rien, en gros. Ils continuaient leurs actions comme des défunts normaux qui sont bloqués au sol. Donc pas de stress pour eux, ça va, quoi. Ils continuent à piloter, continuent à faire du bateau, à pêcher, ou faire des trucs comme ça. Donc l'idée, c'est que l'humanité traversera cette superposition dimensionnelle, donc on aura une superposition dimensionnelle qui n'abolira pas la matière 3D. Ça sera une superposition. Il faudra tout simplement, les gens devront s'habituer à vivre en 3D augmenté par des fréquences en fait de 4 et de 5 qui permettront aux individus tout simplement d'avoir des perceptions extrasensorielles beaucoup plus importantes. C'est là où le groupe au sol a toujours pataugé au niveau de l'Atlantide. Ils ont toujours prétendu que l'Atlantide n'était pas physique, mais c'est parce qu'ils ne comprenaient pas que la lune de cristal, en fait, Tiamat, produisait des ondes de 4 et 5 dimensions, ce qui permettait d'avoir des perceptions plus élevées. Les Atlantes décorporaient en fait régulièrement. Et ils avaient un corps de 3 avec des possibilités de monter dans les fréquences. Voilà. Bon. En fait, quand on ne sait pas, on ne sait pas. Je suis méchant, hein. Il est méchant. Hein. Il dit que les autres, ils savent pas. C'est pas bien. Donc, voilà. Bon, je tiens à préciser que quand je dis que des gens ne savent pas, en fait, c'est pour que vous compreniez qu'en fait, il ne faut pas non plus écouter n'importe qui. En fait, c'est toujours la même chose. On a la problématique que si on commence à écouter n'importe qui et collecter des informations partout, à un moment donné, on croit à tout et à n'importe quoi, et en fait, il n'y a effectivement personne pour dire lui il a raison, lui il a tort, lui ci, lui ça. J'ai déjà dit que le groupe au sol ou d'autres parfois avaient raison, effectivement, ça c'est bien comme ça c'est bien comme ça. J'ai donné des proportions de véracité dans leurs vidéos. J'avais parlé d'Incense, là, ou un truc comme ça, qui avait fait 2 vidéos bien, puis ensuite qui est reparti dans ses conneries. Donc bon, voilà, c'est la vie. On va dire. Parfois, les gens arrivent à faire une bonne vidéo où ils disent pas trop de conneries parce que ils tombent sur le sujet par hasard et ça va, ça passe. Ils voient à peu près ce qu'il en est et ensuite ils repartent avec des galactiques, des machins, des bidules et ils continuent de se croûter dans les inepties. Mais bon, voilà. Moi, je le dis parce que je peux le constater. Eux, ils peuvent pas constater qu'il y a une erreur quelque part puisqu'en fait, ils sont dans l'erreur et en fait, ils pataugent. Donc en fait, ils tournent en rond dans leurs erreurs et en fait, ne voient pas que finalement, ils ont véritablement pas vu véritablement ce qui arrive ou ce qui arrive pas. C'est pour ça que plus le temps va passer, plus là tous les participants vont patauger, parce que j'ai beau nettoyer un peu tout le monde, monter un peu tout ça, comme ça n'est pas volontaire qu'ils le font, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas dans les terres se nettoyer correctement, faire ce qu'il faut, ils ne gravissent pas en fait les échelons que nous n'arrêtons pas de monter, et ben tout simplement, en fait ils sont limités, donc manipulés, c'est tout. C'est la vie. On n'est pas tous égaux par rapport à l'évolution, faut pas rêver. Hein. Donc là, dans les sujets très intéressants, donc pour clôturer cette vidéo, c'est le sujet de l'adhyatma. En fait, l'adhyatma, donc connaissance, alors atma, atman, adhyatma,
Donc connaissance ancienne qui provient de l'hindouisme, qui provient ensuite du bouddhisme, qui a été repris par le bouddhisme, mais c'est une connaissance très ancienne, hein, qui date d'au moins 5, 7, peut-être même 10 000 ans. Donc, ce qui est intéressant, c'est que l'Adhyatma, en fait, moi j'en ai déjà parlé, et l'Adhyatma, en fait, a tenu dans les terres, en fait, à peu près 9 ans. Il a tenu, je dis bien, en fait, parce que récemment, en fait, en montant, je vais vous faire une vidéo où je vous expliquerai ce qu'on appelle monter, véritablement. Vous verrez véritablement, hop, on pose ça là, vous verrez véritablement ce que nous, on fait. Donc, je vous expliquerai un petit peu comment ça marche. Donc, au fur et à mesure de nos nettoyages, on monte, et puis tout d'un coup, en fait, bizarrement, moi j'arrive dans une dimension qu'on appelle l'infini. C'est un endroit qu'on appelle nous l'infini. Hein. Et je vois une grande lumière, oh, tiens, je vais aller voir, je vois la grande lumière, je rentre dedans, bon, je rentre, et puis à force de rentrer, d'aller au centre de la grande lumière, parce que moi j'ai une vision très particulière dans les terres, c'est-à-dire je ne vois pas normalement la lumière. Tout type de lumière que je vois, c'est de l'ombre. Donc c'est de la fausse lumière, classique, donc je rentre, bon, à la fin, je vois bien sûr un des dés à l'intérieur, donc qu'est-ce que je fais? Je l'explose, hein, je le tue, tranquille, je lui explose la tête, puis bon, j'en tiens pas plus compte que ça, et puis je continue mon ascension à travers les dimensions de l'infini, bon, sans me poser de questions. Et puis, pendant une semaine, comme ça, bizarrement, quand je passe dans la dimension de l'Adhyatma, qui est la 34e, normalement, je passe, normalement, je passe toujours faire un petit coucou à l'Adhyatma, là, je sens comme plus personne, il est pas là, il est en grève, tout ça, je dis, mais c'est curieux quand même. Du coup, je fais une petite prospection, je regarde la dimension de l'Adhyatma, je cherche un peu, je nettoie 2-3 merdes, et puis je me dis, ah, j'ai dû tuer mon Adhyatma. Mince, pas de chance. Il paraissait que c'était un intermédiaire de la source. Oups. Donc, la théorie de l'Adhyatma, en fait, est née du côté de l'hindouisme et donc des brahmanes, des choses comme ça, il y a très longtemps. Et en fait, ils se sont fait vendre un âne en sac, dans le sens où l'Adhyatma était une entité astrale extrêmement puissante, descendue très bas. De ce fait, elle se positionnait en maître et arrivait à créer tout type d'illusion, en fait, à la personne incarnée. Donc tous les décorporateurs, tous les grands sages de l'époque, et même après, pendant plusieurs milliers d'années, ils montaient à leur Adhyatma, et puis ils trouvaient un individu immense et lumineux, et patati et patata, gentil tout plein, et soi-disant, la corde d'argent passait par l'Adhyatma. Effectivement, il passait par l'Adhyatma parce que l'Adhyatma, c'était un interstitiel, donc une entité astrale extrêmement puissante, qui simplement, en fait, se connectait à la corde et tenait la 34e dimension comme sa maison. Et prétendait aux humains qu'en fait, tout humain qui se connectait à la connaissance de l'Adhyatma, il avait le droit à un interstitiel, entité astrale immense, qui lui prétendait être, genre, un descendant de la source, et ensuite, en fait, la création repartait à partir de l'Adhyatma. Il y avait la source, l'Adhyatma et les entités au sol. Et en fait, absolument pas. Il s'agissait d'un énorme, en fait, une énorme entité astrale, extrêmement puissante. Bon, là, moi, j'ai dépassé ce niveau-là, mais c'était quand même une très grosse entité astrale qui, simplement, s'était installée le plus bas possible. Il était au plus bas de ce qu'il pouvait et, en fait, dominait les humains qui rentraient dans les connaissances type hindouiste, bouddhiste, en fait, tout ce qui était connecté et qui pensait que l'Adhyatma pouvait exister, ou, dans d'autres termes, le surmoi ou les choses comme ça. Il faut savoir que des grands psychologues et autres sont allés du côté, justement, des pays d'Inde et ont en fait découvert le concept du surmoi et des choses comme ça, et Jung ou des choses comme ça, en fait, ils ont appris à partir des cultures ancestrales la présence du surmoi ou autre nom qu'on lui donne. Et en fait, tout ça n'est qu'une énorme escroquerie énergétique. Bon, il a fallu que j'annonce ça à des comment dire, des personnes très haut placées dans le bouddhisme et que je les pousse à détruire leur Adhyatma. Donc en fait, c'était assez amusant à voir parce qu'ils tiraient des têtes pas possibles. Et en même temps, bon, on a regardé qu'à Patra,
les entités qui sont comme Mingyar, Lobsang, Grand 13e, ont regardé, observé ce qu'on faisait parce qu'ils étaient complètement sur le cul de se dire qu'en fait ils ont cru pendant toute leur vie que l'Adhyatma existait. En fait, ça n'existe pas. L'Adhyatma est une escroquerie d'entités astrales très puissantes qui ont donc imprimé à l'humanité une connaissance qui leur permettait d'exister et surtout de n'être absolument pas contestés. Alors, à préciser qu'il était impossible précédemment de faire ce que nous sommes en train de faire, c'est-à-dire attraper un Adhyatma et lui tordre le cou et puis le faire disparaître, était impossible puisque les êtres humains n'avaient pas accès à autant d'énergie, c'est-à-dire qu'ils étaient limités dans l'astral, donc pas possible d'aller dégommer son Adhyatma et de constater qu'on est simplement connecté à la source. Donc parfois certaines connaissances en fait sont véritablement tellement anciennes et tellement installées dans la société métaphysique humaine qu'en fait elles représentent une soi-disant vérité. Et pour te dire, moi l'Adhyatma il a tenu 9 ans. Ça faisait 9 ans que je savais que l'Adhyatma existait. Bon, la plupart du temps, je ne le croisais pas. Hein. Mais quand nous, on est monté un peu plus haut, on a fini par croiser les dimensions de l'Adhyatma. Et on se disait, bon, bah, lui, il habite là, c'est cool. Bon, bah, c'est bien. Pour l'instant, on n'a pas accès vraiment à la dimension. Un jour, peut-être, on verra. Et au fur et à mesure, en montant toujours plus haut, on a fini par voir en fait que ça n'était qu'un parasite descendu très bas et qui avait installé un système. Bon, un système qui marchait bien pour lui dans le sens où il prétendait être notre créateur à nous, en fait, être humain, donc être la source de notre création, parce que j'avais expliqué que par exemple les Adhyatmas possédaient en fait plusieurs entités, en fait pouvaient émettre à peu près 6, 7 ou 8 ou 9 entités à partir d'elles-mêmes, et la métaphysique tibétaine, la métaphysique hindoue ont des règles et des constatations et tout ci et tout ça, et tout est parfaitement faux, tout simplement parce qu'à cette époque-là, bon, il n'y avait pas moyen de défaire l'Adhyatma, et aujourd'hui, il est possible de défaire son Adhyatma et de l'éliminer. Alors, c'est très amusant. Alors, ça ne fera aucun bruit dans les médias, on va dire, religieux. Les hindous ne le sauront pas. Les métaphysiciens en tout genre continueront à patauger avec leur Adhyatma, et les bouddhistes, tout le monde, parce qu'en fait, l'idée, c'est que même si nous, on l'a découvert et on les a balayés, comme nous sommes la petite goutte d'eau qui perturbe l'ensemble de l'océan, en fait, cette connaissance ne fera pas le tour du monde, puisqu'en fait, les êtres humains, aujourd'hui, sont incapables, tout simplement, de monter si haut. Vous comprendrez quand je ferai la vidéo sur, là je vais vous faire une petite vidéo sur les univers, le multivers et tout ça, et je vous expliquerai où se trouve en fait l'Adhyatma et où se trouvent aussi les dimensions supérieures, encore plus supérieures. Donc ce qui est amusant, c'est que là, c'est vraiment un cas assez extrême où l'humanité vraiment tourne une page sans le savoir. Bon, malheureusement, même dans 5 ans, il n'y aura toujours pas plus de gens qui sauront que l'Adhyatma n'existe pas. Bon, il y aura les gens qui regardent mes vidéos, mais ils ne sont pas assez nombreux pour que ça fasse vraiment quelque chose où ça puisse être repris. En conclusion, bon, cette connaissance sera à réviser après le passage de la barrière de photons. Ça sera l'un des grands travaux, les travaux d'Hercule que nous effectuerons pendant le passage de la barrière de photons, et on formera l'humanité à aller mieux, donc, et à se débarrasser de ces Adhyatmas, des trucs comme ça, quoi. Donc c'est intéressant quand même de voir en fait que l'humanité a pu être écartée totalement de tout un tas de choses sans même s'en rendre compte, puisque le niveau de perception et le niveau de compétence étaient totalement inaccessibles. Pour monter jusqu'à l'Adhyatma et vérifier l'identité de l'Adhyatma, c'était pas faisable. Moi, en fait, j'ai demandé donc à un moine tibétain qu'on forme dans les terres, donc d'aller voir son Adhyatma, et ensuite de lui rentrer dedans et de le tuer. Il l'a fait parce que, bon, c'est moi qui lui ai dit de faire, parce que il sait très bien que je suis au-dessus d'eux, mais au début, il se disait, bah bon sang, qu'est-ce que je suis en train de faire? Et ce qui était très amusant, c'est que pendant que lui, il faisait ça, à Patra, ils observaient ce qui se passait, et après, du coup, on est monté à Patra pour aller voir, et on voyait que les petits gars de Patatra, ils étaient assis, et puis ils regardaient, ils étaient concentrés sur ce que faisait le moine tibétain, et ils étaient assez, on va dire, estomaqués de voir cette escroquerie métaphysique qui a tenu au
moins 10 000 ans, quoi. C'est assez amusant. Donc voilà, donc vous n'avez pas d'adiatma, je suis désolé, vous avez juste des entités parasites, et donc une personne est directement, simplement issue de la source. La source émet en fait, les entités directement d'elle, et l'adiatma était juste un petit grumeau sur la, on va dire, un petit grumeau sur la route. Donc bon, grumeau qui a quand même, en fait, parasité l'humanité, on va dire 10 000 ans. Alors chacun son adiatma, donc chacun son parasite, et le parasite de l'un n'est pas le parasite de l'autre, bien sûr. Alors parfois des personnes ont le même adiatma, donc en fait ils ont le même parasite, parce que ce sont deux entités très voisines, et en fait, du coup, alors c'est très amusant parce que du coup, il faudra qu'on regarde l'histoire du fait qu'une personne est soi-disant jumeau d'Adiatma, âme sœur et machin et truc. Donc ça remet en question aussi le côté des rapprochements de deux personnes. Par exemple, Mingar et Lobsang étaient soi-disant issus du même Adiatma. Donc il va être intéressant, on ira enquêter là-dessus pour voir est-ce qu'ils ont un lien particulier provenant du même monde, hein, il faut le savoir, ils provenaient du même monde en tant que jardiniers de la Terre, donc on regardera si finalement ils ont un lien en parallèle, ou si finalement ça aussi c'était une sorte d'escroquerie en fait, de l'Adiatma qui en fait manipule les gens pour leur faire croire des inepties. Enfin, faut imaginer quand même le trauma pour des bouddhistes tibétains de découvrir en fait en fin de carrière que l'Adiatma, en fait, ça n'existe pas. Bon, ça remet un pan de mur entier, on va dire, de la métaphysique tibétaine ou hindouiste par terre. Donc, c'est là où je veux en venir. En fait, il faut être conscient que les connaissances humaines actuelles sont obsolètes et dépassées. Et il faudra que l'humanité s'en rende compte. Bon, trop tard, bien sûr, mais ça viendra, ils s'en rendront compte. Une fois que la barrière de photons sera passée, tout le monde aura du temps pour se rendre compte que les connaissances d'avant étaient des erreurs. Voilà, c'est la vie. Donc voilà, vous n'avez plus d'adiatma, vous avez qu'une entité parasite, donc arrêtez de prier votre adiatma, arrêtez tout concept de l'adiatma, pensez que c'est juste un emmerdeur de plus dans les choses qu'il faudra éliminer au fur et à mesure de vos incarnations sur Terre. Voilà, pas de chance, encore une découverte qui fait mal. Allez, à la prochaine, et ne priez pas trop votre adiatma, hein, c'est terminé, arrêtez de le citer, rayez ce mot de votre langage, considérez que ça reste on va dire, un parasite astral puissant. Voilà. Allez, à la prochaine et amusez-vous bien.